Allez, on y est. On va parler aujourd'hui, réduire le coût de la recharge, autoconsommation, effacement et pilotage. Alors, la mobilité électrique, ça représente, d'ici 2025 l'équivalent, de consommation de 10 millions de foyers, hein. Je parle sous vos contrôle, chers, conférenciers et cher public. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Mais voici le problème, la mobilité est une nécessité pour lutter contre le réchauffement, climatique, limiter notre dépendance, au pétrole et à tous les enjeux géopolitiques que l'on connaît en ce moment. Sans pilotage intelligent, cette transition pourrait coûter cher aux ménages, aux entreprises, aux gestionnaires de réseaux et de flottes. Entre le pouvoir d'achat, l'équilibre des systèmes et la santé des batteries, la recharge non maîtrisée devient un casse-tête. Alors pendant 1 heure et demie, on va ensemble décrypter ces enjeux en 3 thématiques, hein, qu'on a préparées pour vous, cher public, avec les conférenciers qui sont avec nous aujourd'hui. On va parler marché et enjeux du pilotage. Ensuite, on va avoir des cas d'usage dans le résidentiel, dans l'entreprise et dans la voirie. Et puis enfin, on terminera par les prospectives et les avancées, les futures avancées technologiques qu'il faut attendre sur ce marché. Alors aujourd'hui, autour de cette table, pour nous accompagner, Sofiane, vous êtes chargée des affaires publiques et de la transition énergétique auprès de l'AVER. Bonjour Sofiane. Vous serez, l'expert de l'animation, voilà, il faut prendre bien vos micros, de l'animation de l'écosystème pour la mobilité électrique. Également avec nous, Mathieu Rochard, vous êtes directeur général de Symphonix. Bonjour Mathieu. Bonjour Xavier. Donc vous êtes le spécialiste des solutions de pilotage énergétique, mais on va y revenir. Vous allez nous expliquer, tout comment vous fonctionnez. Également avec nous, Guillaume Bray, pour Enedis. Bonjour Guillaume. Bonjour Xavier. Donc vous êtes le directeur de projet de l'électrification de la flotte d'EDF. On en parlait tout à l'heure avec D'Enedis. d'Enedis, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis EDF. Il y a un lien peut-être. D'Enedis avec plus de 8 500 véhicules, c'est ça, que vous Électrique. électriques, voilà, que vous avez dans votre parc. Et bien sûr, Enedis est au cœur du réseau, électrique français. Et puis enfin, Jean-Pierre Houette. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous êtes président du comité scientifique, d'Eden, Équilibre des énergies, hein, pour ne pas le citer. Et puis vous allez nous accompagner pour décrypter, les enjeux économiques et techniques autour des solutions de pilotage. Voilà, alors je vous rappelle la règle, cher conférencier, c'est, le nouveau format de cette, émission, c'est 3 minutes, chrono par, intervention, hein, donc il faut être concis. Regardez bien la caméra pour le public, effectivement pour, les shorts après qu'on publiera sur les réseaux sociaux. On veut des exemples, pas de blabla, des exemples concrets, de la vraie vie. Et éviter bien sûr le jargon technique pour notre public qui nous écoute. Et puis pour rappeler, chers conférenciers, c'est qu'on se voit tous les trimestres pour ces conférences, en mars, en juin, en septembre et en décembre. Et puis qu'il y aura, les replays, qui seront disponibles. On en a des milliers, Sofiane, que vous pouvez partager avec votre famille, et regarder sur la plage cet été. Il n'y a pas besoin d'abonnement, c'est gratuit, vous pourrez en profiter. Heu voilà, alors rentrons dans cette première thématique, le marché et l'enjeu du pilotage. Heu, la question s'était dit, c'est pourquoi piloter la mobilité électrique? Les enjeux du déploiement, des bornes. Alors, Sofiane, pour commencer avec vous, le véhicule électrique est souvent présenté comme, coûteux, et on s'est dit: «Ce serait intéressant d'avoir, une analyse du TCO», hein, c'est le coût total d'utilisation sur le cycle de vie entre le moment où j'achète et le moment où je me sépare de mon véhicule. Vous avez raison, on parle souvent du véhicule électrique comme un levier important pour accélérer l'électrification des usages, pour réussir la transition écologique, mais on ne parle pas suffisamment du rôle positif du véhicule électrique pour le pouvoir d'achat des ménages. Tout d'abord, c'est important de le rappeler, on se rend compte que pour un véhicule équivalent, le coût total de possession, donc le TCO, est équivalent entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, et cela est dû au prix de la recharge qui est 3 fois inférieur à celui du prix d'un carburant fossile, que ça soit du diesel ou du gasoil à la pompe. Et la différence par rapport au véhicule, thermique, et c'est là tout l'intérêt de cette conférence, c'est que la recharge, du véhicule électrique, nous pouvons la piloter, c'est-à-dire la placer, pendant, les heures creuses lorsque
les heures d'électricité sont peu chères. Et grâce à ce pilotage de la recharge, on peut réussir à réaliser des économies assez intéressantes pour les pouvoirs d'achat des ménages d'un point de vue annuel. Premièrement, pour un peu présenter ce qu'est le pilotage de la recharge, il y a 3 types de pilotage de la recharge. Il y a le pilotage statique qui lui, représente juste à, placer la recharge lorsque l'électricité est peu chère, donc soit pendant les périodes d'heures solaires, de 11 heures à 15 heures, ou soit pendant la nuit. Et ce pilotage statique tarifaire permet d'économiser 17% du budget annuel de la recharge, qui est, je le rappelle, 3 fois moins cher que celui du budget annuel d'un carburant pour une voiture thermique. Et ensuite, il y a le V1G qui est un pilotage Alors voilà, ça c'est un très acronyme. intéressant. Le véhicule One Grid. Donc Pour le moment, c'est juste comment il a été nommé. Grid, c'est le ouais, réseau, et c'est véhicule to grid, c'est ça? voilà, véhicule to grid. Mais après, il faut à ne pas confondre avec le V2G, mais j'y reviendrai juste après. Et donc, ce V1G est une borne de recharge intelligente qui permet d'adapter la recharge de réaliser la recharge quand les heures d'électricité sont peu chères, de manière automatique, de prendre en compte les besoins de mobilité. On a besoin de recharger de recharger 20% de sa batterie. Ça se fait automatiquement quand les heures d'électricité ne sont peu chères, et donc ça améliore le confort d'usage. Et surtout, ça permet de réaliser une économie d'énergie, une économie sur le budget annuel de la recharge de 30%. Donc, on voit que par ce pilotage de la recharge, le budget annuel de la recharge diminue fortement, et donc le TCO est plus intéressant pour un véhicule électrique. Et ensuite, je vais finir par le V2G, qui est le véhicule to grid, qui est la recharge bidirectionnelle. Donc, la recharge va de la borne, de la batterie de la voiture au réseau ou à d'autres interfaces comme la maison. Et grâce à ce V2G, on peut réaliser une économie de 70% sur le budget annuel de la recharge. Donc, c'est pratiquement une recharge qui nous coûte peu cher. Et je tiens à signaler que ces chiffres, ce ne sont pas moi qui viens de les inventer. Ça, c'est de EDF, qui ont réalisé une étude qui s'appelle Battery Move. Et tous ces chiffres que je viens d'évoquer sont en gain net. On enlève les pertes. C'est vraiment ce que peut récupérer l'électromobiliste. Alors, merci à vous, Sofiane. Mathieu, alors pour continuer, on va rentrer donc du coup dans le pilotage intelligent pour que vous nous expliquiez comment ça fonctionne et puis qu'on comprenne vraiment comment on peut optimiser les coûts grâce au pilotage intelligent. Merci Xavier. Oui, il faut considérer qu'effectivement, la mobilité électrique est un gisement de flexibilité décarbonée majeur. Et notamment, quand on va pouvoir piloter cette recharge, avec les intérêts que Sofiane vient d'expliquer pour l'utilisateur et directement le consommateur, on va avoir d'autres intérêts parce que piloter la recharge de vos véhicules, bah, ça a des vertus qui sont aussi pour le système électrique. Des vertus qui vont permettre notamment, lorsque l'électricité est abondante sur le réseau, notamment l'après-midi du fait de la progression des renouvelables, on va pouvoir mettre de la consommation et faciliter l'équilibrage. Des vertus aussi dans les périodes où le réseau peut être lui tendu, puisqu'on va pouvoir effacer de la consommation et donc soulager quelque part le réseau dans la possibilité de persister et puis donc de faire sa mission d'équilibrage de réseau. Euh, donc une vertu évidemment pour les utilisateurs, significative, une vertu pour le système électrique et donc pour la collectivité. Et en fait, quelque part, la mobilité électrique devient une nouvelle ressource énergétique distribuée. Et par le pilotage, on va pouvoir justement la coordonner avec les autres actifs de production, de stockage et de consommation. Et ça, c'est vraiment un fait nouveau. Le développement aujourd'hui considère que ce gisement va avoir non seulement une vertu pour les utilisateurs, comme le disait Sofiane, mais aussi une vertu pour le système électrique. Et même pour aller un petit peu plus loin, ça rendra sans doute les conditions du développement du renouvelable, qui aujourd'hui se heurte à des questions d'intégration, sans doute un peu plus continuer la progression de l'énergie renouvelable et de la production renouvelable parce que on aura une capacité à intégrer des électrons en mettant de la consommation en face sur des heures de production solaire, donc on pourra continuer à développer du solaire et du coup l'intérêt pour la collectivité lui est accru puisqu'on va pouvoir développer du renouvelable souverain, décarboné évidemment, et puis un impact sur l'emploi. Donc finalement, au-delà du bénéfice induit pour les utilisateurs, plusieurs intérêts, des intérêts pour le système électrique
et évidemment des intérêts aussi pour l'ensemble de la collectivité. Oui, donc on voit que c'est un impact qui va au-delà du véhicule, et justement, avec vous, Guillaume, qui, êtes, des Enedis, qui représentez Enedis, quel est l'impact de la mobilité électrique sur les réseaux de distribution et comment le pilotage, peut l'améliorer? Oui, merci. Alors déjà, je suis complètement en phase avec, ce que viennent de dire, mes collègues autour de la table, hein, et avec ce que tu as dit, Xavier, c'est le premier enjeu de l'électrification, c'est la décarbonation. Si on veut décarboner, on électrifie. C'est vrai pour tous les usages et c'est notamment vrai pour la mobilité qui représente 30 des émanations de gaz à effet de serre. Et on a une chance en France, véritable chance, c'est qu'on a une électricité qui est abondante, qui est décarbonée à 95, qui est compétitive financièrement et qui est disponible grâce à un réseau qui est robuste. Après, pourquoi piloter? Ça a été dit, hein, évidemment, pour le système électrique, hein, parce que, évidemment, ce qu'on veut éviter, c'est qu'à 19 heures en hiver, tous les véhicules se rechargent en même temps. C'est pas bon pour le système, ça doit mettre en place des systèmes de production, souvent qui seront, pour le coup, plus carbonés, et ça ferait des coûts supplémentaires parce que là où l'électricité est rare, elle est plus chère. Donc ça, c'est le premier point. C'est bon pour le système électrique. Le deuxième point, c'est, on a vu avec le développement des renouvelables, une cloche solaire qui est en train de se former. Cette cloche solaire, vous avez identifié aux alentours de 11 h, 16 h, hein, c'est exactement ça, qui est de plus en plus prégnante, où on a une électricité bas carbone, très très abondante, à des prix parfois négatifs. Et donc évidemment, on se dit, c'est là où il faut consommer. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de réajuster, en lien avec la CRE, les fameuses heures creuses, les heures où l'électricité est moins chère pour les ménages, et adapter les horaires d'heures creuses sur ces périodes-là. Donc évidemment, ça sera intéressant de consommer sur ces heures creuses pour le système, mais surtout pour la facture du client. Sofiane nous disait 17%, on peut l'estimer à 80 € de réduction, c'est les études qui nous le donnent, de la facture quand on consomme en heure creuse sur la mobilité électrique pour le client final. Alors, on voit, Jean-Pierre, que on a, les systèmes, électriques, hein, qui deviennent de plus en plus, complexes, hein, on a le PV, on a l'éolien, bon, on a maintenant les voitures qui viennent, se brancher, sur ce système électrique. Alors justement, comment est-ce qu'on arrive à intégrer cette mobilité électrique dans ces systèmes qui sont de plus en plus complexes? Oui, d'abord, je crois qu'il faut rappeler quand même que l'intérêt de la mobilité électrique, c'est la décarbonation, hein. Quand même, remettre l'église au centre du village, c'est quand même le moyen principal de sortir de la dépendance aux produits pétroliers dans le domaine des transports. Bon, ça a été long à démarrer, mais maintenant le mouvement est donné pour les véhicules électriques particuliers et ça commence pour les poids lourds. Et nous, on pense qu'on peut aller très loin et assez vite. Moi, j'ai été frappé de découvrir assez récemment qu'en Norvège, 96% des immatriculations de véhicules neufs sont électriques. 96%, dans un pays qui ne manque pas de pétrole, hein. Alors, mais le problème, effectivement, c'est que, comme ça a été dit, le système électrique devient quelque chose de très complexe, avec un très grand nombre d'unités génératrices, les panneaux photovoltaïques en particulier, et de nouveaux usages, en particulier les pompes à chaleur, les data centers et la mobilité électrique. Donc tout ceci, effectivement, crée des problèmes et toutes les études montrent que l'on a besoin à l'avenir de plus en plus de flexibilité de la demande, pour autant qu'elles existent, et de stockage. Et l'émergence de ces derniers mois, des toutes dernières années, c'est qu'on se dit, mais les batteries vont jouer un rôle important. Et on voit dans les pays, plus les pays frontaliers de la France, où il y a des problèmes déjà plus marqués, se développer beaucoup de stockage par batterie stationnaire. Ah, mais est-ce que c'est bien utile de développer des stockages par batterie stationnaire alors qu'on a des véhicules électriques qui sont en eux-mêmes des stockages? Et là, il faut avoir conscience des ordres de grandeur. Disons qu'une véhicule électrique moyen, ça va avoir une batterie en gros de 50 kWh, peut-être un peu plus, hein.
Imaginez, en 2050, peut-être tous les véhicules seront électriques, 36 millions de véhicules. 36 millions de véhicules, faites le produit par deux, ça vous fait un potentiel brut de 1800 gigawattheures de stockage. Alors, ça ne dit rien, 1800 gigawattheures, sauf que c'est à peu près 20 fois la capacité de stockage de tous les réservoirs hydrauliques de pompage réunis. En termes de puissance, si vous relâchez cette puissance en 2 heures, ça vous fait un potentiel en termes de puissance d'à peu près près de 20 gigawatts. Alors, je ne dis pas qu'on va tout utiliser, mais on a un potentiel qui est fantastique et qu'il faut par conséquent utiliser pour stabiliser le réseau et réussir cet équilibre des énergies permanent entre la demande et l'offre. Alors, vous vouliez rebondir Oui, alors pas forcément sur ce qu'a dit Jean-Pierre, hein. Sur ce qu'a dit Sofiane en entrée. Sur le TCO, c'était votre question, Xavier, avec des TCO qui sont de plus intéressants. Donc, c'est le coût total de possession sur la durée de vie, que ce soit pour une ménage ou pour une flotte d'entreprise. Et là, je vais parler en tant que flotte d'entreprise. On a 46% de notre flotte électrifiée, 8600 véhicules électriques, dont des véhicules utilitaires légers. Et on s'aperçoit actuellement qu'ils n'ont jamais été aussi bons. Parce qu'avec les aides, les C2E, qui sont des aides qui sont liées aux économies d'énergie, quand on achète par exemple un véhicule utilitaire léger de 7 ou 9 mètres cubes, on peut avoir jusqu'à 9 à 10 000 euros d'aide en complément. Et ça a un impact très très fort sur ce fameux TCO. Et ce qu'on constate, donc ça c'est pour l'achat, qui était au début plus cher. Et ce qu'on constate, nous, à l'usage, le véhicule électrique, c'est 3 fois moins cher. Et en termes de maintenance, c'est sur la durée de vie, réparation, maintenance, c'est 2 fois moins cher. Sans commune mesure, oui. Mathieu, oui. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Pierre, et je converge tout à fait avec l'analyse de dire que la complexification des moyens de production, de stockage et de consommation sont un des grands défis du système électrique et de ce qui nous attend. Et je pense que ce n'est pas mon confrère d'Enedis qui me dira le contraire. Je pense qu'on a quand même besoin, et je pense qu'il ne faut pas opposer des moyens de stockage qui soient différents, que ce soit des stations de pompage, des batteries stationnaires ou des batteries sur roue ou des batteries mobiles, chacun ayant des vertus, des capacités qui peuvent être différentes et puis être en capacité justement de résoudre ponctuellement soit des problèmes d'équilibrage en fréquence, soit des problèmes d'énergie. Donc on va avoir différents marchés sans rentrer dans trop de complexité. Et le mix qui s'impose à nous, c'est pas nécessairement de dire on va tout mettre sur des voitures électriques ou tout mettre sur la batterie stationnaire. C'est sans doute, et c'est bien la complexité qui s'impose à nous, c'est de faire appel à des moyens qui résolvent des problèmes différents à différents moments de la journée parce que les problématiques de tension, de fréquence vont être très différentes sur le réseau. Et donc, voilà, la complexité et l'enjeu, c'est finalement plutôt de coordonner l'ensemble des moyens dont on disposera, qui peuvent être du stationnaire, du mobile, de la STEP ou bien d'autres moyens de production, et d'arriver à en faire la meilleure équation possible au service et pour minimiser aussi les investissements côté réseau, parce que les investissements côté réseau, ils sont in fine répercutés aux consommateurs et à la collectivité. Oui. Et comment, Mathieu, on ajuste ces moyens à la saisonnalité aussi? Parce qu'il y a l'hiver, il y a l'été, donc on sait que les usages sont pas les mêmes. Oui, et d'ailleurs, on vit dans une histoire qui est en train de changer, puisque bien souvent, on avait des problèmes de réseau électrique l'hiver. Et historiquement, les marchés de capacité, l'effacement, en fait, étaient plutôt pour sécuriser le réseau l'hiver. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui avec l'arrivée du solaire, on retrouve le même problème l'été que l'hiver. C'est-à-dire des pointes de consommation qui sont tôt le matin et puis un peu plus tard le soir, quand finalement la cloche solaire n'est pas présente. Et donc, on se trouve avec avant une lecture un peu saisonnalisée des besoins sur le réseau électrique, qui maintenant s'apprécie dans des proportions très différentes, mais qui est vrai à la fois l'hiver et à la fois l'été, soumise, et c'est là la complexité, à des intermittences liées aux renouvelables, qui sont des intermittences très court terme. Et donc, il ne suffit pas de régler de manière structurelle des capacités. Il faut avoir de manière conjoncturelle des leviers activables à très court terme
qui permettent de résoudre, éviter une situation qui s'est par exemple passée en Espagne ou au Portugal il y a encore quelques semaines. Alors, Jean-Pierre, si on met en place les véhicules électriques, hein, c'est pour des questions de souveraineté, hein, sur être indépendant du pétrole, mais ça pose d'autres questions sur les batteries. Ces batteries, elles ne sont pas produites forcément en Europe, et donc il y a aussi des limites. Oui, oui, le problème des batteries a bien été identifié au niveau européen, d'ailleurs depuis plusieurs années. Il y a des plans batteries qui ont été lancés, il y a des projets qui ont abouti. En France, il commence à y avoir des usines, des méga factories de batteries. Ce qu'on découvre, c'est que c'est un business assez compliqué. On a un peu sous-estimé la complexité de manipuler toutes les couches minces étalées sur des rubans, etc., pour faire des batteries qui soient fiables et avec des taux de rejet dans la fabrication qui soient aussi limités que possible. On n'y est pas encore tout à fait arrivé. Bon, mais je pense qu'on va y arriver. Et en tout cas, il faut que l'Europe acquiert un certain niveau de, comme on dit maintenant, de souveraineté dans le domaine. Le problème, c'est qu'on est quand même parti en retard par rapport à la Chine, hein, sur les techniques de fabrication et aussi sur les technologies, parce que la Chine avance plus vite, hein. On est parti, nous, sur les batteries conventionnelles, on va dire lithium-ion, est arrivé le lithium phosphate de fer, et puis maintenant le tout solide, etc. Donc c'est un défi technologique très important que l'Europe et la France en particulier doivent gagner, hein. Euh, Je pense que oui. c'est également important de souligner sur les batteries que grâce au pilotage de la recharge, on peut prolonger la durée de vie de la batterie. Il y a également plusieurs études d'un tas d'universités et d'un tas d'acteurs qui montrent qu'en pilotant la recharge de son véhicule électrique, que ce soit du pilotage tarifaire ou du pilotage V1G, on se rend compte que l'on allonge la durée de vie de la batterie de 3 à 4 années. Et donc, pour l'usager, ça permet d'avoir un véhicule de qualité encore plus longtemps, et pour les gestionnaires de flotte, de conserver la valeur résiduelle de son véhicule pour pouvoir la revendre. Et on se rend même compte que pour la recharge bidirectionnelle, ça ne dégrade pas plus que la recharge classique, la batterie du véhicule électrique. Donc ça n'a pas Oui. d'impact supplémentaire, le fait de faire du V2G sur la dégradation de la batterie, selon certaines études qui sont parues récemment. Ça, c'est important. Jean-Pierre, oui. Oui, oui, oui. Non, là, c'est la bonne nouvelle, hein, sur le plan du véhicule électrique, c'est que les batteries ont une durée de vie très supérieure à ce qu'on pensait qu'elle serait il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, on disait une batterie, ça durera 8 ans, hein. Et maintenant, on voit des batteries qui font des centaines de milliers de kilomètres, hein, pour les taxis, les poids lourds, ça commence également. Donc, on parle plus de 12, 14 ans. Au point que ceux qui se sont lancés dans le recyclage des batteries, car il faudra bien recycler pour récupérer les matériaux, bien évidemment, eh ben, il ne va pas arriver beaucoup de batteries arriver en fin de vie. Il va arriver les batteries qui ont eu des défauts de fabrication. Mais la plupart des batteries de véhicules électriques sont encore en train de rouler, hein. Ouais, je partage ce point et je rebondis sur le pilotage qui a un bon effet sur les batteries. Et on le voit en tant que gestionnaire de flotte, de ne pas. Ce qui dégrade la batterie, c'est de rester longtemps à 100% de recharge. Et c'est vrai que piloter, ça permet aussi d'aller jusqu'à 80%, et c'est vrai pour le particulier, recharger jusqu'à 80%, 90%, ou même 100%, mais pas y rester trop longtemps. Et du coup, ça maintient la durée de vie de la batterie. Allez, passons dans la deuxième thématique de cette émission. On avait dit qu'on parlerait de cas d'usage, hein, et on en a listé 3 et qu'on va aborder avec vous, cher public et chers conférenciers. On va parler résidentiel, entreprise et voirie, hein, pour lister les principaux. On va commencer avec ensemble, Sofiane, avec vous. Le pilotage de la recharge est-il adapté à tous les cas de recharge privée? Alors oui, le pilotage de la recharge est adapté à tous les cas de recharge privée, que ça soit quand on parle de recharge privée, on parle de recharge à domicile, donc en résidentiel, et de recharge sur le lieu de travail, où le pilotage est parfaitement adapté parce qu'on n'a pas forcément besoin, quand on vient avec son véhicule personnel, on n'a pas forcément besoin de se recharger rapidement. On peut se recharger de manière lente avec des bornes AC et sur plusieurs heures, et donc c'est parfait pour se recharger, à un rythme plus lent, avec en profitant des heures de l'électricité qui sont pas chères. Par exemple, lorsqu'on est au travail, on peut parfaitement se recharger, si son entreprise a des bornes de recharge, se recharger entre 11 heures et 15 heures, à un prix, peu élevé,
et ça permet ça s'adapte parfaitement et également idem avec la recharge à domicile. Voilà et puis il y a aussi, Sofiane, un impact sur le confort, ce que vous appelez confort d'usage. Alors ce confort d'usage, il est encore plus prenant sur le V1G où, pour expliquer ce qu'est vraiment le V1G et une belle métaphore je pense, c'est que, le V1G c'est juste on arrive, on gare son véhicule, on stationne son véhicule et on a juste à brancher, sa prise dans la borne de recharge et ensuite la recharge se fait de manière automatique en fonction bien évidemment des paramètres que l'on a mis, pour se recharger et donc, si on veut, être seulement à 80 le matin à 8 heures du matin pour partir au bureau, on peut paramétrer ça et la recharge se fera, de temps en temps lorsque vraiment les prix de l'électricité sont peu élevés et en fonction de l'état de santé de la batterie. C'est comme, ce qui a été évoqué par mon collègue d'Enedis pour, expliquer que, le pilotage va permettre, d'arriver vraiment à 80 85 au dernier moment pour préserver l'état de santé de la batterie. Et donc, c'est un confort d'usage qui est vraiment amélioré pour l'usager. On a juste besoin, de brancher la prise et la recharge se fait tout seul de manière, automatique. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, à nous donner, Alors, étant une fédération professionnelle, je ne vais pas parler des technologies de différents, membres, pour respecter nos règles de la concurrence, mais il y a de nombreuses technologies, de nombreux produits qui sont mis en place de plus en plus par les constructeurs, les fabricants de bornes et par les fournisseurs d'énergie. Ouais, il faudrait aller voir. Ah, Sur mais je vous assure, c'est très facile. Il y en a quelques-unes et c'est très simple à quand je trouver. disais il faudrait aller voir, c'est il faut aller voir, il y a des infos, c'était pas pour remettre en Ah, cause, comme vous totalement. disiez, Non, non, totalement. bien entendu. Heu, alors pour continuer avec vous, Mathieu, donc on voit qu'on a des contraintes d'usage, et puis, comment est-ce qu'on transforme ces contraintes d'usage en, flexibilité utile? Oui, bah, c'est exactement l'enjeu. C'est de dire qu'il est clair que l'expérience utilisateur restera quelque chose de clé. Certes, l'optimisation du réseau électrique, l'optimisation du coût de recharge est un facteur, mais clairement, ça ne se fera pas, au détriment d'une expérience utilisateur. Donc l'enjeu, il devient de transformer un usage contraint en flexibilité utile. Et donc la flexibilité utile, elle est rendue possible parce que si on prend la majorité des véhicules, ils vont être aujourd'hui, stationnés, près de 90 du temps. Et donc on a cette capacité avec la mobilité, justement on a les plages qui nous permettent, justement d'aller chercher les meilleures heures, les heures qui rendent le plus service au réseau, et finalement, sans compromis, je dirais, sur l'expérience utilisateur. Admettons aussi l'utilisateur pourrait avoir un compromis en disant: «Bah oui, je suis prêt à prendre mon véhicule un peu plus tard contre un prix de recharge plus bas». En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la flexibilité peut moduler l'expérience utilisateur, mais il est aujourd'hui impensable de développer à grande échelle la mobilité si jamais on va à l'encontre de l'usage impérieux de mobilité de la part de l'utilisateur. Oui, si on regarde les usages maintenant, les opportunités qu'il peut y avoir par type d'usage, hein, résidentiel, entreprise, voirie. Oui, effectivement, alors la flexibilité, déjà je souscris à ce que Soufiane disait, c'est que, on a encore à éduquer sur le fait que, le pilotage ne va pas être justement contraint, et qu'on va bien avoir, sa batterie chargée à l'heure, dite, pour pouvoir repartir. Je crois que ça, les solutions sont matures. Effectivement, nous on le constate tous les jours, on pilote même des bornes et on n'est pas, y compris des bornes dans la mobilité lourde, voire du transport scolaire. Il est évident qu'on ne va pas, arriver, au gestionnaire de flotte en lui disant, «Bah, je suis désolé, le bus scolaire n'est pas rechargé». Donc, i aujourd'hui, c'est quelque chose de mature et d'acquis. On peut rassurer, je pense, les auditeurs sur le fait que les solutions ne se font pas au détriment de la mobilité. Second point, si on prend les différents cas d'usage, donc dans la cible du résidentiel, l'intérêt du pilotage, il va être d'abord de minimiser le coût de la recharge au travers du contrat de fourniture. On va, profiter des heures creuses, on va profiter d'un prix proposé par des fournisseurs qui peut être attractif. En tant que fournisseur, chez Symphonix, nous par exemple, les heures creuses sont à 50 des heures pleines. Et donc du coup, recharger va vous coûter beaucoup moins cher. On va également pouvoir, pour les gens qui ont des panneaux solaires, améliorer grandement l'autoconsommation. Dans le registre individuel, charger pendant les heures solaires, on le rappelait, en milieu de journée,
c'est quelque chose qui, de plus en plus, va avoir un prix attractif au travers des plans heure creuse que Enedis est en train de déployer. Et puis, je dirais, le meilleur électron, c'est celui qui est pris localement. Donc, on va pouvoir utiliser les moyens d'autoconsommation pour pouvoir recharger moins cher. Quand on va, donc cible résidentielle, baisse de la facture d'énergie, maximisation de l'autoconsommation. Cible entreprise, la flotte va avoir un impact global dans la puissance qui va être appelée, par exemple, dans une flotte privée. On va évidemment avoir une possibilité de réduire, là encore, la facture de soutirage ou de fourniture d'énergie. Et puis, on va rentrer dans une première dimension de service au réseau. Évidemment, quand on s'exprime en voirie, les coûts d'exploitation de l'opérateur, voire la capacité à rémunérer les efforts faits sur l'exploitation par les marchés de l'énergie, deviennent là encore plus significatifs. Alors, Guillaume, pour prendre la suite là, puisque presque la parole vous est donnée, quel est l'état actuel aujourd'hui du déploiement, du pilotage, en France? Et puis, vous, chez Enedis, où est-ce que vous en êtes? Alors, j'ai commencé par le pilotage en France. Donc, il faut des offres tarifaires. Les offres tarifaires, on les a avec les heures creuses, mais également avec des tarifs dynamiques que peuvent proposer, comme l'a évoqué Mathieu, comme peuvent proposer les fournisseurs. Aujourd'hui, il faut savoir que 66-70% des clients ont un tarif dynamique ou un tarif heure creuse. Des clients qui ont un véhicule électrique. Mais, mais au final, il n'y a que 37% des clients qui pilotent leur véhicule. Et c'est dommage. C'est dommage évidemment pour le système électrique, mais c'est surtout dommage pour le client final, parce qu'il perd une économie. Après, on s'aperçoit aussi, c'est que globalement, c'est sur les équipements. En termes d'équipement, on a 37% des clients qui se rechargent sur une prise domestique. Et c'est vrai que c'est plus facile de piloter quand on a une prise renforcée, où on va recharger à 3,7 kg, ou une borne où on va recharger selon la puissance de la borne, mais à minimum 7 kg. Et d'autant qu'en plus, sur une prise domestique, il y a beaucoup plus de pertes entre le moment de l'électricité finalement consommée et qui va être utile dans le véhicule. Donc il y a ce phénomène-là qui est intéressant pour pousser finalement à l'équipement de prise renforcée ou de borne selon l'utilité du client final, et après derrière promouvoir finalement ses offres et de décaler sa recharge, parce que ça a une efficacité pour le client. Alors, et chez nous, chez Enedis, mais on le teste, on a aujourd'hui 3000 points de charge et ça continue à grimper tous les mois, qui sont décalés en heure creuse, et le constat final, il est que ça fonctionne. Et pourtant, on a des véhicules de service qui doivent être prêts le matin à 7 heures pour partir en intervention, qu'il fasse chaud, qu'il vente, qu'il neige, et ça fonctionne. Peut-être pour compléter le propos, on a parlé tout à l'heure d'instrumenter par des bornes, par des moyens de pilotage. Et je souscris ce que dit mon confrère de chez Enedis. Enedis a un levier qui s'appelle les heures creuses, mais met à disposition, au travers du compteur Linky, une possibilité pour le fournisseur d'envoyer un signal qui permet directement d'avoir des heures creuses qui peuvent être différentes. Et donc, il y a évidemment un levier structurel qui est celui des heures creuses, mais l'offre se développe aussi côté fourniture, par les moyens notamment du compteur Linky, pour permettre de déclencher des recharges, notamment de voitures électriques, de batteries, de ballons d'eau chaude. C'est un levier qui est aussi activable. Jean-Pierre, parlons maintenant de comment on généralise ce pilotage, parce que finalement le chiffre est intéressant. Là, c'est 37% de... C'est ça. C'est ça, hein, du déploiement Particulier et entreprise. C'est entreprise de déploiement de pilotage. Donc on voit qu'il y a une marge de progression qui est assez importante. Et donc comment est-ce qu'on arrive à 100%? Alors, nous avons fait sur le sujet et publié l'an dernier une étude que je crois assez approfondie sur ces problèmes de synergie entre la mobilité et le bâtiment, c'est-à-dire de pilotage. Et premièrement, et ça n'a pas été dit, il faut clairement distinguer, de notre point de vue, 4 cas d'usage qui sont différents et qui mettent en jeu des bénéficiaires potentiels différents. Le premier cas, qui est le plus simple, c'est le résidentiel individuel. Parce que le consommateur, il est maître de tout, il est maître de son véhicule et de la gestion de sa consommation. Le deuxième cas, qui est déjà beaucoup plus compliqué, on y viendra, c'est le résidentiel collectif.
Ensuite, il y a les cas entreprises. Et dans l'entreprise, vous avez aussi 2 cas. Soit l'entreprise est dans un site multi-entreprise avec un gestionnaire de site, soit elle est mono-entreprise et elle est maître de son jeu. Et je crois qu'il faut vraiment analyser les 4 segments, sinon on aboutit à des conclusions qui ne sont généralement valables que dans le cas de l'individuel. Alors je viens au cas de l'individuel. Le cas de l'individuel, c'est premièrement le pilotage. Franchement, le pilotage de la recharge devrait être rendu obligatoire. Enfin, on ne devrait plus commercialiser des bornes qui ne permettent pas un pilotage. Nous avons fait des évaluations de l'intérêt économique en tenant compte de la possibilité de ne pas augmenter l'abonnement. C'est-à-dire, si vous pilotez la recharge, vous avez généralement, et l'expérience le prouve, la possibilité de le faire avec votre abonnement sans payer des kilowattheures, des kVA supplémentaires. Et on a conclu qu'un pilotage de la recharge aujourd'hui, ça permet d'économiser à peu près 200 € par an. C'est pas nul, hein, c'est à peu près le tiers de la dépense totale du véhicule électrique. On peut aller plus loin. On a parlé tout à l'heure de tarification dynamique, mais là, il faut voir ce qu'on appelle dynamique, hein. On a regardé, on a fait des simulations à partir des systèmes vraiment dynamiques qui sont utilisés en Suède, dans les pays du Nord, où la veille au soir, sur votre smartphone, vous recevez les prix heure par heure, à 17 heures, les prix heure par heure pour le lendemain. C'est très apprécié dans les pays du Nord, à Stockholm ou autres, hein. Et à ce moment-là, les gens s'organisent en fonction de ce qu'on leur dit pour programmer la recharge dans les heures les plus basses. Il y a des inconvénients. Pendant la crise de l'Ukraine, les prix sont montés de façon diabolique, hein. Mais en règle générale, les gens sont gagnants. Et à ce moment-là, on voit qu'on peut gagner 100 € supplémentaires. C'est-à-dire qu'on fait le 2 tiers du chemin avec un pilotage statique conventionnel hors pleine, hors creuse. Et si on veut raffiner, on peut s'offrir 1 tiers supplémentaire. Bon, ça, c'est le pilotage de base dans le résidentiel. Ensuite, il y a le pilotage bidirectionnel dans le résidentiel. Et ça, il faut bien voir la différence fondamentale. Dans le pilotage classique, vous pilotez votre voiture, vous optimisez la recharge de votre voiture. Dès lors que vous faites du bidirectionnel en utilisant la batterie comme un tampon, comme une capacité de stockage, vous allez optimiser l'ensemble de la consommation de votre maison, si vous faites ce qu'on appelle du véhicule to home, hein. Et donc, vous avez un espace d'optimisation qui est plus important, et donc une réserve d'euros économisés potentiels qui est plus forte, surtout si vous intégrez les panneaux photovoltaïques que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est la recharge bidirectionnelle n'est pas encore très répandue. Il y a des opérations pilotes, on pourra revenir. Mais ça peut avoir un intérêt à l'avenir. Alors, je ne veux pas être trop long parce qu'ensuite, il y a les problèmes de l'entreprise. Ah ben, justement, on va y arriver, mais juste avant de parler de l'entreprise, j'avais une question, hein, mais on va parler des entreprises. C'est les bornes. Et donc, il y a des bornes encore qui ne sont pas pilotables. Ça représente quel pourcentage aujourd'hui, les bornes qui ne sont pas pilotables? Et puis, question subsidiaire, c'est-à-dire que quand on a installé une borne qui n'est pas pilotable, on la garde plusieurs années. Et donc, Oui, du coup, il y a un peu une latence entre le c'est une moment. bonne question. Moi-même, à ma maison, j'ai une très belle borne avec une loupiote très, très chouette, hein. Bon, mais elle n'est pas pilotable. Mais n'oublions pas qu'on peut piloter par la voiture. Ce qui est très simple, de programmer la recharge dans la voiture. Ah oui. Hein, et si vous ne voulez pas programmer, vous appuyez sur un petit bouton et ça, comme les chauffe-eau, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est quand même universel. Avec un inconvénient qui s'annonce, c'est que on a déjà des heures creuses méridiennes, donc des heures creuses qui sont reparties combien? 3 heures dans la journée, peut-être 5 heures le soir, et les voitures ne sont pas programmées pour l'instant pour programmer 2 séquences de recharge, hein. Donc oui, le diable est toujours dans les détails, hein. Mais je crois que le pilotage par la voiture est quand même quelque chose qui est très pratique et qui devrait être plus connu et plus utilisé. Ah oui, il y a une solution. Mathieu, alors Oui, je pense que c'est aussi un caillou qu'il faut résoudre dans la chaussure. C'est qu'aujourd'hui, la question, c'est tout le monde est d'accord pour piloter. Je pense qu'il y a un consensus clair. Mais qui doit piloter? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un alignement des acteurs entre le fournisseur d'énergie qui voudrait piloter sur certaines heures, la borne qui peut elle-même programmer, la voiture qui peut elle-même programmer? Et donc, parfois, vous pouvez même mettre des consignes qui vont être, entre guillemets, contradictoires entre ce que la borne avait prévu, ce que la voiture peut avoir fait. Et donc, là-dessus, je crois qu'il reste quand même un chantier d'alignement entre la batterie intérieure du véhicule, le véhicule et la borne. Toutes les normes ne sont pas complètement alignées, même s'il y a des progrès évidents sur le sujet. Mais la question de qui doit piloter et par quelle interface, aujourd'hui, elle n'est pas encore complètement optimale. Guillaume, vous pilotez avec la borne et avec la voiture, l'un et l'autre?
En fait, on a un système alors, c'est un peu technique, on a un boîtier qu'on appelle un proxy qui envoie une information à la borne pour décaler en heure creuse. Ouais. Voilà, sur l'ensemble du parc. Mais ce qui est pas le cas pour le particulier, qui lui va avoir son signal heure creuse qui va permettre, comme un chauffe-eau en fait, hein, de déclencher la recharge. Mais sur notre flotte, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf si dans la voiture, il a mis une consigne différente. C'est là où il faut encore Oui, tout à fait, gagner évidemment. En en... cohérence. Sofiane, oui, vous Oui, vouliez. je pense que c'est intéressant également de rappeler que ça dépend de quelle définition on donne au pilotage de la recharge. Dès qu'on a une borne de recharge et qu'on peut placer sa recharge sur des heures creuses, on peut la programmer de 11h à 15h parce qu'on est à domicile à ce moment-là, c'est un comportement qui est lié à du pilotage de la recharge, même si ce n'est pas le pilotage le plus intelligent, si ce n'est pas le pilotage qui améliore le plus le confort d'usage ou qui permet de faire de plus grandes économies, c'est du pilotage de la recharge et ça contribue quand même à améliorer le pouvoir d'achat, même à une importance plus faible. Mais c'est le niveau C'est le 0 niveau 0, on va oui, dire. du pilotage. Alors, Jean-Pierre, on a. Niveau 0, mais qui est très important. Hein. Très Oui. important. Qui est très important, qui est très structurant. Et c'est niveau 0 qui permet déjà d'économiser 80 euros par an, par client. Et c'est facile à mettre en place. Il n'y a pas besoin de technologie supplémentaire. Et c'est opérant dès maintenant. Donc c'est C'est déjà le niveau bien. 1. C'est déjà Niveau bien. 1. Voilà. Non, mais le terme est peut-être malheureux. Voilà, c'est le 0. Merci de souligner. Alors, Jean-Pierre, je vous donne la parole là maintenant. On va parler à moins que vous vouliez faire une. Oui, un mot simplement sur la question de savoir qui doit piloter. Si vous voulez, c'est quand même assez simple finalement. Si votre problème est de piloter uniquement la recharge de la voiture, c'est à peu près équivalent de savoir si vous pilotez par la voiture ou par la borne. Par contre, si vous avez l'ambition d'intégrer la voiture dans votre système local, d'optimiser avec vos panneaux solaires, vos autres consommations, ce n'est pas la voiture qui va faire ça. Là, il vous faudra un système indépendant pour piloter l'ensemble. Hein. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, ça dépend de l'ambition que vous avez. Et évidemment, en particulier, si vous voulez renvoyer sur le réseau, ça sera encore un peu plus compliqué. Vous aurez peut-être besoin de faire appel à un tiers, un agrégateur pour piloter votre borne, confier le pilotage de votre borne. Alors, on voulait avoir votre point de vue sur le. On voulait avoir votre point de vue là sur les entreprises. Hein. Ah, les entreprises. Parce que sur votre étude, alors revenons sur le sujet, parce qu'on a digressé un petit peu. La question, c'est comment est-ce qu'on peut généraliser le pilotage Oui, au sein des attendez, entreprises. j'aurais bien aimé dire quand même un mot sur le collectif, sur le résidentiel Ah ouais, collectif, parce que c'est très différent. Dans le collectif, vous n'êtes pas maître du jeu, parce que vous avez deux grandes familles de solutions. Soit vous confiez le syndic, le conseil syndical, à un tiers, un opérateur, l'installation de ce qu'on appelle une IRVE, une infrastructure de recharge, qui est en fait une colonne montante horizontale qui va desservir les parkings sur lesquels on pourra venir se brancher, et il y a un opérateur qui gère. Bon. Soit vous adressez à Enedis, qui va construire une colonne montante horizontale avec le même statut juridique que la colonne montante verticale. C'est-à-dire qu'elle sera gérée par le GRD et qui en assurera la maintenance. Et ensuite, chacun vient se brancher dessus avec un point de livraison qui lui est propre. Voilà, ça, c'est les architectures techniques. Mais... Non, mais c'est très pratique. Ouais. Ça veut dire que dans le deuxième cas, vous avez deux compteurs Linky. Ouais. C'est très, très pratique. Ah oui. Et dans le premier cas, vous réglez une facture, un abonnement, une facture à un opérateur. Dans le deuxième cas, vous payez votre électricité comme vous le payez dans l'appartement. Ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, vous n'avez pas la maîtrise du système comme dans l'individuel. Dans le premier cas, vous êtes dépendant de la formule que va vous proposer l'opérateur qui, lui, va chercher à maximiser son profit en gérant la puissance qu'il a souscrite, en la répartissant, en proposant des tarifs hors pleine, hors creuse. Et ça, il faut regarder attentivement. Est-ce que c'est suffisamment attractif, etc. Dans le deuxième cas, qui est a priori attractif, il y a un hic. Parce que si vous avez un système avec une colonne montante horizontale généreusement installée par Enedis, vous payez 2 abonnements aujourd'hui. Et nous plaidons pour qu'on réfléchisse à la fusion des 2 abonnements entre l'abonnement parking et l'abonnement appartement. Sinon, vous passez à côté de synergie. Voilà. Alors, ça sera un autre débat. Vous n'avez pas répondu sur les entreprises. Alors, sur les entreprises, deux cas de figure. Ouais. Soit vous êtes dans un site dans lequel vous avez avec des multi-entreprises, et là, il y a un gestionnaire. Donc ça s'apparente beaucoup
au segment de l'habitat collectif. Finalement, vous êtes tributaire d'un opérateur qui vous propose des formules, hein. Soit vous êtes entièrement maître du jeu, et à ce moment-là, vous pouvez donc gérer plus comme dans le segment individuel. Et dans les entreprises, vous avez aussi une synergie qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, vous avez des voitures qui n'ont pas le même statut. Vous pouvez avoir des voitures de fonction, les gens viennent au travail avec leur véhicule qui est dans les parkings de l'entreprise pendant la journée, et des véhicules de service qui sont sur les chantiers pendant la journée. Et donc, on peut jouer pendant les deux, faire recharger les véhicules de fonction dans la journée, les véhicules de service pendant la nuit, hein. Donc ça, c'est quand même très important de pouvoir jouer sur ce facteur-là, hein. Donc ça, c'est bien clair, Mathieu. Je vous donne la parole. Finalement, on voit qu'il y a plein de cas d'usages différents qui peuvent évoluer. En plus, hein, si je vous reprends Jean-Pierre, c'est-à-dire j'ai des véhicules de service et puis après je change un peu la destination de mon bâtiment et donc je fais évoluer le parc de véhicules qui vont se raccorder. Et donc finalement, il faut accompagner constamment, à la fois quand c'est du résidentiel, la copropriété, le particulier, l'entreprise, parce que ces besoins évoluent. Oui, on est dans un monde qui n'est pas statique et c'est pas parce que vous avez mis une infrastructure que vous avez programmé ad vitam l'optimisation de votre recharge. Je prends deux exemples. Sur les prix de l'électricité, historiquement et jusqu'en 2024, les prix étaient les moins chers la nuit. Et donc, effectivement, on incitait à avoir une recharge de nuit. La réalité, depuis 2025, c'est un fait nouveau mais qui s'accentue d'année en année, c'est que les prix les moins chers sont en journée et sont en espèces entre 13, 14 et 15 heures lorsque la production, notamment solaire, vient renforcer. Et donc, on voit que, ne serait-ce que sur les prix de l'énergie, il n'y a pas une réalité figée en disant il vaut mieux charger la nuit. Parce que la première fois, et c'est un fait historique, en 2025 et en 2026, ça sera évidemment aussi la même chose, les prix de marché vont dépendre du moment de production et en l'espèce, le développement du solaire viendra changer la donne. Autre facteur, Enedis est en train de modifier les heures creuses. Donc un asservissement heure creuse statique qui viserait à dire, voilà, j'ai eu des heures creuses à 22 heures lorsque j'ai installé mon infrastructure. En fait, je pourrais se retrouver dans une désoptimisation, puisque les heures creuses vont aussi être amenées à changer, voire même, elles changeront peut-être, probablement, en tout cas, l'hiver et l'été. Et donc, on va se retrouver dans des mécaniques où, et c'est le fait d'avoir une programmation statique des sujets et des bornes de recharge, en fait, va se heurter à une désoptimisation partielle ou totale de la stratégie de recharge. Donc, effectivement, en ça, il ne faut pas considérer que la partie recharge est quelque chose de figé, mais bien se tenir compte des mouvements des signaux de réseau, des signaux de marché, pourquoi pas, si certains en ont, des signaux aussi de décarbonisation. Je pense à la décarbonation, par exemple, qui serait liée à recharger pendant qu'il y a de plus en plus de production renouvelable. Et donc, on a vraiment quelque chose qui gagne en évolutivité et à laquelle il faut s'adapter. Guillaume, vous voulez réagir? Oui, rapidement. Effectivement, les heures creuses vont évoluer et c'est une bonne chose. Il va rester, des heures creuses la nuit, il va y en avoir en pleine journée. Ça va bénéficier et au système et au client final. Mais il y a un point que j'aimerais souligner, c'est vrai que la mobilité électrique, ça change complètement nos manières de voir la mobilité. Et parfois, ça peut même effrayer avant qu'on ait conduit un véhicule électrique. Parce qu'avant de conduire un véhicule électrique, parfois on a une boîte vitesse. Maintenant, c'est automatique. Donc ça, c'est le premier pas. La recharge est le deuxième pas, qui est très structurant. Parce que quand on achète un véhicule électrique, et on le sait autour de la table, c'est l'usage que l'on va regarder et comment on va se recharger à domicile, en itinérance. Et le point que je ne veux pas qu'il sorte de cette table ronde, c'est que c'est compliqué de faire du pilotage
ça peut être très simple à travers les heures creuses. Évidemment, il va y avoir une adaptation. On connaît nos heures creuses, mais c'est quelque chose de simple avec un signal qui est envoyé, un signal prix qui est envoyé à travers le compteur, comme pour le chauffe-eau. Ça ne sera pas une complexité supplémentaire. Jean-Pierre, allez. Oui, un point que j'ai oublié de signaler et qui est important, c'est que la recharge en entreprise, des salariés en entreprise, est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit, les prix de l'électricité, le coût de l'électricité même est plus bas dans la journée. Donc on a intérêt à faire de la recharge pendant la journée, hein, et en faire bénéficier les salariés. Et en plus, c'est un moyen qui est offert à beaucoup de salariés qui n'ont pas la possibilité de recharger à la maison parce qu'ils habitent en collectif et il n'y a pas d'installation qui est disponible, hein. Donc, nous plaidons pour que cette possibilité de recharge en entreprise soit maintenue. On s'est battu pour qu'en particulier, ce ne soit pas considéré comme un avantage en nature, avec des charges sociales, etc. Vous imaginez bien que dans l'administration française, il y a des directions qui sont tout à fait spécialisées pour vous expliquer que ça doit être taxé, etc., hein, alors que c'est bénéfique pour tout le monde, hein. Juste un petit dernier mot, je pense que c'est important d'insister sur le mot simplicité. Il y a de nombreux fournisseurs d'énergie qui développent des offres de recharge, des offres d'électricité qui incluent la borne de recharge et qui permettent de bénéficier de toutes ces économies qu'on a dit de manière très simple. Et, et donc de manière très simple. Et puis sur les installations en résidentiel collectif, on se rend compte de plus en plus que des bâtiments résidentiels collectifs soit signent des conventions pour bénéficier d'une solution de recharge, ou soit commencent à s'équiper. Ça prend du temps, mais on sent que le mouvement commence à s'accélérer et qu'il y a de plus en plus de simplicité sur cela. Alors, je voulais rentrer dans l'autre sujet, le dernier sujet qu'on voulait aborder, mais j'ai presque envie de poser une question, mais sur le transport et logistique. Est-ce que Mathieu, c'est un sujet sur lequel Je vous répondre? prends la main. Allez, vous êtes capable de répondre. OK. Non, parce qu'hier ou avant-hier, vous savez qu'on fait des conférences toute la semaine, on avait la chance d'avoir un transporteur avec nous, qui fait de la recharge poids lourd, hein, avec le tracteur, et donc là, il nous expliquait aussi, là, on parle de pilotage aussi, hein, que les poids lourds notamment, et je donne un exemple, en période de forte chaleur comme aujourd'hui, il faut réfrigérer des batteries, du poids lourd avant que le poids lourd parte, parce que sinon on perd 15 de sa recharge, au moment où le poids lourd, va partir. Et donc aujourd'hui, il y a des métiers comme ça, c'est la question que je voulais vous poser, spécifique, où il faut vraiment piloter de manière très fine pour dire, bah, le poids lourd, en fonction du planning, il va partir à 7h30, il faut qu'à 7h30 la batterie ait été refroidie, pour qu'il puisse partir pleine charge. Tout à fait, je pense qu'on parlait d'usage contraint, mais de flexibilité utile. Clairement, un mot sur la mobilité lourde, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé des cas d'usage en résidentiel, en entreprise, en voirie, où en fait, c'est le nombre qui va faire l'impact, très clairement, et on voit qu'il y a un vrai décollage. La mobilité lourde, elle a déjà des niveaux de puissance qui vont justifier d'un intérêt clairement direct. Et donc, elle est aujourd'hui concernée. On voit de plus en plus de projets qui se développent. Nous, par exemple, on pilote des formes de bus électriques pour les collectivités, en s'assurant que, évidemment, le ramassage scolaire sera bien fait au bon moment, mais aussi que le coût de la recharge ne sera pas effectué au moment où le bus rentre à 9 heures ou le bus rentre à 19 heures de sa tournée, parce que c'est les heures les plus chères du système électrique. Donc, oui, on est clairement, ce sujet de la mobilité lourde est aussi un axe très fort et un gisement très fort de flexibilité et d'optimisation de la valeur. Il faut quand même considérer que effectivement, on navigue dans un monde un peu plus contraint. On parlait de refroidissement de la batterie. Il y a un sujet aussi de raccordement. Les puissances qui vont être demandées en raccordement sur le réseau doivent être dans une réflexion globale, intégrées avec du S3R ENR, parce que au-delà des appels de puissance souhaités par des consommateurs en disant je veux m'équiper, il y a aussi des sujets, et il faut apprécier toute cette dimension de système électrique à la fois dans des cas de production, de stockage et de consommation, parce qu'à la fin, il n'y a qu'un seul réseau électrique, et donc on a des contraintes qui sont imposées directement à la maille
du transporteur. Le refroidissement en est un dans les périodes de canicule qui nous occupent en ce moment, mais aussi des besoins plus structurels et environnés, comme ceux de dire comment on va raccorder au réseau ce type de puissance, alors même qu'il y a déjà des sujets sur de la batterie, de la production et du soutirage. Alors, passons maintenant, vous vouliez réagir, non? Oui, et c'est vrai que là, on voit le rôle essentiel du réseau dans l'électrification, évidemment, parce que pour électrifier, il faut raccorder tous les usages au réseau électrique. Et c'est pour ça que Enedis est sur un plan d'investissement à horizon de 2030 de 33 milliards d'euros sur le réseau, et dont ces raccordements. C'est un point essentiel. C'est un véritable bien commun, hein, le réseau public d'électricité. Alors passons maintenant sur cette dernière, thématique, hein, qu'on voulait aborder qui est, l'avenir, hein, les prospectives, et puis les technologies, hein, comment vont évoluer, ces systèmes. On va parler des bornes, des batteries et de véhicules, V2G, hein, donc Vehicle to Grid, donc ça vous allez le réexpliquer. Sofiane, on voulait commencer avec vous, faire un petit point réglementaire, pour, expliquer à notre cher public, où on en est en termes de réglementation sur le véhicule to grid. Alors, tout d'abord sur le véhicule to grid, actuellement, il y a un bac à sable réglementaire qui a été, mis en place par la commission de régulation de l'énergie, la CRE, où il y a, Mobilize et Renault et The Mobility House qui participent à ce cadre expérimental qui doit durer, qui a commencé en novembre 2025 et qui dure, 4 ans. Et l'intérêt de ce cadre expérimental, c'est de voir l'impact, du V2G, où il y a un coefficient, tarifaire, négatif, lorsque l'on injecte, lorsque cela est bon pour le réseau. Et nous, ce qu'on attend, c'est de voir, tout simplement les résultats de cette expérience, de voir, quel est l'impact positif, du V2G, sur, le réseau, si les utilisateurs, quel a été, eux, leur retour. Et donc ce qu'on attend, c'est d'avoir ces résultats, et c'est que le plus d'acteurs puissent y participer pour avoir ces retours-là. Et puis sur, les différents éléments qui permettront, d'accélérer le pilotage de la recharge, c'est premièrement de continuer d'installer des bornes de recharge, notamment à domicile, ou dans tous les endroits où cela est possible, où c'est pertinent pour faire du pilotage de la recharge. Et c'est d'avoir, des actions par les pouvoirs publics sur les gains du pilotage de la recharge, que ça soit pour, l'état de santé de la batterie, pour le pouvoir d'achat, et notamment pour, l'état de santé de la batterie, où ça a une valeur vraiment ça permet de conserver la valeur résiduelle pour les gestions de flotte. On a une idée de cette valeur résiduelle sur la batterie? Bah, alors tout dépend premièrement de la valeur du véhicule, mais lorsqu'on voit, selon tout un tas d'études, il y a une étude qui a été faite par, l'université d'Aix-la-Chapelle, il y a une étude qui a été faite par EDF, qui je l'ai déjà nommé, qui s'appelle Battery Move, mais qui constate que si on fait du pilotage de la recharge, que ça soit, heu, du pilotage statique, on perd à peu près, en l'espace de 12 ans, juste 10 de sa ca donc 14 de sa capacité totale de la batterie en l'espace de 12 ans, ce qui permet vraiment de conserver la valeur résiduelle de la batterie. C'est sur du V1G, on est à du, 12-11 de perte totale en l'espace de 12 ans, et sur du V2G, on est à du 18, ce qui est inférieur à, si on ne fait pas de pilotage de la recharge sur, la batterie, où on constate qu'on est à du 19. C'est juste un pourcentage de différence, mais la leçon de tout ça, c'est de retenir que pour conserver la valeur résiduelle, pour préserver la valeur résiduelle de son véhicule, il faut piloter, la recharge, et c'est mieux de piloter que de ne pas piloter. Alors, Mathieu, j'aimerais on se projette maintenant en 2030, hein. C'est pas très loin, c'est dans 4 ans, hein, à peu près. Comment vous voyez-vous, finalement, là on a des nouvelles batteries, des nouveaux systèmes, des nouveaux véhicules qui arrivent, des nouveaux, pilotages aussi. Comment vous voyez, le pilotage et la ressource énergétique en 2030? J'ai une autre question, je vais juste essayer d'un tout petit peu de vulgarisation, comme on l'a rappelé tout à l'heure, sur la maturité actuelle, et je viens à votre question sur 2030. La maturité actuelle aujourd'hui, ce qu'on appelle le V1G, c'est-à-dire la charge, pour faire simple, du véhicule. On a parlé tout à l'heure, hein, du V2H, véhicule to home, c'est-à-dire comment la batterie peut décharger à l'intérieur de la maison. Ça, nous, on pense que c'est quelque chose qui va
assez vite se mettre en œuvre, parce que d'ailleurs, on a moins besoin, entre guillemets, d'intégrer, d'avoir des espaces économiques liés à la forme de bac à sable réglementaire qui ont été mis en place. Donc, première valeur, la batterie aujourd'hui, c'est de la charger pas cher. Demain, c'est pouvoir la décharger dans la maison. Et ensuite, le niveau de maturité d'après, c'est celui d'aller la décharger dans la maison et dans le réseau quand il y en a un petit peu trop. Donc ça, c'est des sujets un petit peu plus lointains, parce qu'effectivement, les espaces réglementaires ne sont pas ouverts. Et puis, ça nécessite une intégration complémentaire qui est celle d'Enedis pour être sûr qu'on puisse raccorder des points partout en France, distribués d'injection, alors que clairement, tout ça va nécessiter des investissements qui sont in fine colossaux. Donc voilà sur la maturité déjà du sujet. En 2030, le développement de la voiture électrique, qui est pour nous inéluctable aujourd'hui, pour les raisons qu'on a évoquées, devra s'accompagner aussi des offres de fourniture dynamique. La question de dire est-ce que je veux utiliser la batterie dans la maison, ben, si jamais j'ai pas d'intérêt et de signaux pris dans le contrat de fourniture d'électricité de ma maison, en fait, l'intérêt, il est faible. Disons-nous les choses, la moitié des Français ont le même prix toute l'année, l'autre moitié ont des signaux heure creuse et heure pleine, et donc on va vers plus de dynamicité des tarifs, parce que si on n'a pas un tarif qui présente plusieurs classes temporelles, et ben finalement, il y aura assez peu d'intérêt à aller même prendre 4% de dégradation de plus de la batterie, si jamais ce n'est pas perçu au travers du contrat de fourniture. Et plus généralement, donc nous, le monde de 2030, il s'organise d'abord en disant que la batterie, elle va sans doute dans le bâtiment déjà décharger, sans doute avec des contrats de fourniture qui auront évolué aussi. Et puis plus globalement, en fait, en 2030, l'ensemble de la mobilité électrique sera un gisement majeur de flexibilité. Je ne sais pas vous en donner les chiffres parce qu'honnêtement, c'est assez difficile de savoir à quel rythme ça va se développer. Ça a été un peu plus long que prévu dans les perspectives de RTE ces dernières années. Il semble qu'aujourd'hui, la mécanique soit réellement enclenchée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gisement majeur. Et donc, l'enjeu va constituer à se dire comment je profite de gisements de flexibilité utiles et comment je le coordonne avec ce qui est finalement un réseau d'électricité. On revient à quelque chose de physique qui est de dire qu'un électron, ça se stocke assez mal à grande échelle. Mais comment justement je vais utiliser tous ces moyens diffus, comment je vais agréger ça avec de la production, comment je vais agréger ça avec de la consommation pour écrire justement cette histoire coordonnée entre tous les actifs diffus, centralisés, et soulager la mission d'équilibrage faite d'un point de vue local par Enedis et d'un point de vue national par RTE. Alors justement, pour vous, Guillaume, pour Enedis, comment vous voyez l'évolution, peut-être pas 2030, mais en tout cas du véhicule tout grid et l'intégration finalement de ces véhicules à votre réseau? Ouais. Alors déjà, on va le tester. On va le tester sur notre flotte et ça sera, voilà, ça sera le point essentiel. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va tester le V2G sur notre flotte pour voir comment ça fonctionne. Et on se sert de notre flotte comme un véritable laboratoire à la fois pour nous et pour les autres flottes. Et donc du coup, on va voir comment ça fonctionne, comment c'est opérant. Et il nous tarde de voir ce fonctionnement. Oui, et vous avez une idée du rendu où il y aura des résultats opérationnels? Alors déjà, les études montrent un rendu sur la facture. C'est-à-dire que globalement, Sofiane disait moins 17% les heures creuses, moins 30%, c'est ça. Sur le V1J, on est plutôt à 70% sur le V2J. Donc déjà, on voit que ça risque d'avoir un intérêt majeur pour la facture du client. Et derrière, évidemment, la facture du client est un point essentiel. Juste quand on dit moins 70%, ça représente 300 € sur 400 €, 450 € de budget annuel de la recherche. Oui, oui, donc C'est c'est colossal. colossal, oui. Alors Jean-Pierre, justement, vous avez parlé d'ailleurs tout à l'heure de batteries stationnaires ou de batteries sur roue, finalement, la batterie dans le véhicule. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut privilégier comme type de batterie? Non, mais c'est un débat, si vous voulez. C'est lié justement à l'avenir du véhicule to grid.
parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mathieu. Il y a deux étapes qu'il faut bien distinguer. Il y a le vehicle to home, dans lequel on intègre le véhicule comme l'une des composantes de l'écosystème domestique, à côté du four électrique, du réfrigérateur, etc. Et ça, on pense que ça devrait pouvoir se faire assez rapidement si un certain nombre de conditions sont satisfaites, en particulier les problèmes de communication. Les protocoles de communication ne sont pas vraiment établis et harmonisés aujourd'hui. Bon, ça peut se faire, mais on ne sort pas du périmètre de la maison, ce qui, au passage, a un avantage, c'est que ça évite de poser le problème de la mise en commun de données. Hein. C'est un sujet sensible. Hein. Qui peut avoir accès aux données de votre véhicule? Bon. Alors ensuite, il y a le véhicule to grid où on veut renvoyer, si on en a, hein, de l'électricité vers le réseau. Alors là, on franchit une marche. Hein. C'est plus compliqué parce qu'il y a des règles de réinjection, il y a des contrats compliqués, etc. Il y a des problèmes de qualité de l'électricité. Donc, nous, on pense que c'est quand même difficile pour le particulier et que si ça se développe, ce sera dans un certain nombre de cadres, soit des grandes entreprises, des parkings aux aéroports, autres, chez Enedis par exemple, soit via des agrégateurs, bon, soit via des opérateurs, qu'on a cité Mobilize et Renault, mais là, on est dans un club privé. Alors ça, c'est quand même un peu inconvénient parce qu'on est tributaire de celui qui va fournir la borne et de celui qui vous rachète l'électricité et qui va vous fournir en même temps votre électricité domestique. Donc, on pense que ça ne va pas quand même se développer. C'est un magnifique sujet de conférence, hein, merci. Mais ça va demander un certain temps, hein, alors que le véhicule to home peut arriver beaucoup plus vite. Hein. Oui, on voit véhicule to grid. Bon, vous pensez qu'il faut qu'il y ait un volume suffisamment important pour qu'on puisse l'injecter dans le réseau et que ça mérite de travailler. Alors, Guillaume, Ouais, vous allez pouvoir répondre. juste un complément. C'est là où on voit l'importance du réseau, de sa robustesse et de son intelligence. Parce que on a changé quand même cette dernière décennie de fonctionnement de manière assez drastique. Où avant, on avait des producteurs et des consommateurs. Maintenant, on a des producteurs qui sont partout sur le territoire avec les énergies renouvelables. Donc, le réseau s'est adapté. Demain, on travaille sur le V2G où on voit là, ça va être localement, parce que même si c'est une entreprise, c'est de plus en plus local. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille également sur la robustesse et l'intelligence du réseau, parce qu'on voit que tout ça se passera sur le réseau et il faut des technologies qui vont bien. Je ne voulais pas faire qu'une conférence technologie, hein, mais le véhicule to home, donc quand on rentre dans le bâtiment, là aussi, on peut distinguer peut-être la maison individuelle et la copropriété, parce que c'est... La copropriété, ça va être compliqué. Là, c'est extrêmement difficile parce que vous ne pouvez pas réinjecter votre électricité dans l'électricité des parties communes. Hein. Donc, il y a un problème assez compliqué. Et en tout cas, si c'est mis en œuvre, ce sera l'opérateur de recharge, hein, dans le cas qui pilotera l'IRVE, qui s'en occupera. Hein. Et pas sûr que le consommateur, pas sûr qu'il envoie le juste retour. Hein. Peut-être, Mathieu, oui. ouais, peut-être probablement que ce sera sans doute plus approprié à des grosses puissances, mobilité lourde, pourquoi pas. Pourquoi? Parce que on réinjectera sur le réseau uniquement ce qui n'aura pas été consommé localement. Et donc, il faut comprendre que ça sera très compliqué de savoir exactement pour un résidentiel si au moment où sa batterie va être déchargée, il n'a pas envie de lancer une machine, il n'a pas envie de mettre la clim, et donc finalement, la valeur qui devait être intégrée ne le sera pas. Et donc, ce qui est compliqué quand on se situe derrière le compteur avec des usages qui sont mêlés au bâtiment, ça va être de savoir estimer combien de surplus on va pouvoir faire. Parce que même si le réseau est tendu et qu'on dit « Oh là là, on décharge toutes les batteries », vous ne pourrez pas savoir dans un environnement résidentiel si le four est en route parce qu'il faut faire dîner les enfants ou si il y a un autre usage qui viendra cannibaliser ce sujet-là. Et donc la lecture du V2G en résidentiel, elle sera en réalité assez compliquée
parce qu'elle sera brouillée d'un volant de puissance à l'intérieur du building qui lui-même viendra perturber la lisibilité sur le flux d'injection. Voilà. Désolé de ce propos un peu Non, mais technique, mais je veux juste. Alors que quand on sera sur de la mobilité lourde, ce sera sans doute plus simple parce que la valeur de puissance sera plus facile à mettre directement sur le réseau. Oui, mais comme on est pour la paix des ménages, du coup, ça sera peut-être dans une deuxième étape, effectivement, s'il faut avoir des discussions en famille, la veille pour savoir à quel moment on va pouvoir injecter dans le réseau et à quel moment les enfants vont pouvoir jouer sur leur ordinateur, et autres fours à micro-ondes. Sofiane, pour vous vouliez. Non, mais le V2G est quand même beaucoup plus adapté et même économiquement aux gestions de flotte. Là où il y a beaucoup plus de dimensionnement, de taille, et c'est beaucoup plus intéressant pour les flottes d'entreprises, que ça soit détenu par les acteurs publics, par l'administration publique ou par des entreprises privées, pour eux de réaliser du V2G ou même du V2B, qui est le véhicule to building, qui est un peu l'équivalent du véhicule to home, mais pour les bâtiments professionnels, où là, il y a vraiment beaucoup plus un cas d'usage beaucoup plus adapté que le V2G en résidentiel collectif, par exemple. Voilà, bah, ça sera le mot de la fin, moi, qui quelqu'un qui a envie de rajouter quelque chose? Guillaume? Si, je veux quand même finir sur un point, la simplicité. C'est aujourd'hui, on l'a vu, nos véhicules sont pilotables, on peut les décaler sur les heures creuses ou sur les tarifs dynamiques. C'est pas compliqué, c'est pas technologique et c'est important. Alors c'est bien pour le réseau et c'est bien surtout pour le client final, pour les économies.